Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un tour dans une exploitation agricole du côté du centre pour faire une visite globale afin d'apporter quelques recommandations. Pendant le parcours, on va également faire l'analyse du sol. Je vous présenterai globalement le site. Moi-même, je suis nouveau, donc on fera les remarques d'ensemble. Et puis, globalement, jusqu'à la fin, on aura quelques idées à apporter au promoteur pour qu'il puisse améliorer son exploitation agricole. Donc là, on est à l'entrée, là c'est la barrière, parce qu'il semble qu'il y ait des animaux qui s'introduisent dans la plantation, question de manger des plantes, notamment des avocatiers et certaines choses que le promoteur aurait mis. Donc on est globalement là aussi pour voir tout ça. Donc, le premier espace, c'est la bananeraie, telle que vous voyez, ça c'est la banane plantain. Et en termes de densité, vous pouvez voir qu'on est clairement à 2 mètres, 2 mètres 10. L'une des recommandations que nous donnons tout le temps. Et le feuillage, jusqu'ici, c'est fait. Mais sauf que, si vous voyez un plan pareil, qui n'a pas... dont les petits n'ont pas été éliminés, donc on ne compte pas moins de dire rejetons, ce qui n'est pas bon. Globalement, au petit âge, à l'âge de ce bananier plantain par exemple, on pouvait déjà voir comment diminuer 2 ou 3, soit pour vendre, soit pour faire des pifs, pour qu'il ne reste plus que ce monsieur, par exemple ce monsieur, et qui vont bien porter. Donc on va essayer de progresser. Là c'est déjà en production, ça c'est la variété French. Le régime est bon, globalement, mais ça pouvait faire mieux. Donc la particularité de la variété French, c'est le tutérage. Quand vous faites la variété French et que vous ne tutérez pas, on prend un petit risque que ça puisse tomber, surtout si la trouaison n'a pas été faite de manière profonde. Bon là c'est des palmiers sauvages, c'est pas assez intéressant. Donc c'est pas assez intéressant. Donc normalement tout l'espace d'en haut c'est la bananeraie. Et puis ce côté-ci, on a une certaine forme de cerise. Je ne connais pas trop bien le nom en français, mais chez nous, à l'ouest, ça peut être une forme de fruit de la passion qu'on récolte habituellement en forêt. Et il y a 2 variétés, celle rampante et celle en arbre. Bon, voilà toujours le bananier plantain. Donc on peut clairement comprendre que peut-être l'exploitation est très touffue du fait que le lieutage n'a pas été fait. Du coup, il peut y avoir des tiges qui ont 4, 5, 10 rejets et c'est clairement pas bon. Donc ça ne peut pas produire grand chose. Pourtant, le régime de French, tout comme ce que nous avons à l'ouest, est nettement beaucoup plus grand que ça. Est nettement beaucoup plus grand que ça. Voilà, donc ça c'est la petite espace où on a mis cette variété de cerises. Je ne sais pas réellement si c'est une culture économiquement rentable. Le promoteur va expérimenter et on aura forcément le retour d'expérience. Ça c'est une variété de banane plantain qui n'est pas bonne. Donc en général, il faut chercher à l'éliminer. Je vais y arriver clairement. Cette variété de banane plantain, elle rejette beaucoup. Et tel que vous voyez le gabarit des tiges ou du faux tronc, on n'aurait jamais un régime assez important. Et ça peut exister, ça c'est de manière exceptionnelle, mais il faut en général éliminer ce genre de variété dans une exploitation agricole et ne laisser que des variétés un peu plus intéressantes. Donc, je disais encore à quelqu'un que les French portent très bien sans souci dans la région du centre. Mais il faudrait prévoir à un certain âge le tutérage. Donc, vous verrez un peu de régime, un peu de partout. Sachant que là, à l'intérieur, c'est la banane. Il y a ça qui est la papaye. Ça, c'est une variété locale qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc, en général, aujourd'hui, il faut privilégier la variété Kalina par rapport à celle-ci. Si c'était encore des Goliath, oui. Mais quand c'est pas Goliath,
Ce n'est ni Kalina, ce n'est ni papaye solo américaine. Là, c'est pas très bon. Ça ne peut pas nous rapporter quelque chose de gros. Donc ça, c'est la réservation liée à la papaye. Bon, le macabo, bien le taro. Bien. Nous sommes face à la petite parcelle de maïs. Allons plus en profondeur pour voir ça. Si il faut dire quelque chose. Mais déjà, au vu des feuilles, on peut comprendre que la fertilisation manque. Par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, je peux comprendre qu'ici c'est la route. Mais quand on veut donc cultiver, si on est en route, il faudrait penser à la fertilisation. Donc la fertilisation manque beaucoup. Du coup, il faut corriger ça avec des engrais. Suivant le plan de proposition qu'on va faire, on va regarder ça. Bon, ça c'est de l'espace vide, peut-être pour faire quelque chose. Ça c'est le corosolier. Oui, je crois que peut-être ça fait un certain tour, puisque j'en ai vu 3, 4, 5 plantes. Donc normalement ça devrait faire un certain tour. Si c'est une bonne variété, alors forcément, elle va s'adapter. Donc c'est un peu ça que j'étais en train d'expliquer sur la papaye. Donc aujourd'hui, il y a des variétés de papaye comme Kalina qui s'adaptent très bien, qu'on peut réadapter. Bon, j'aurais besoin de la machette là. Oui, la machette. Bon, ça c'est des cribs de maïs. Et puis bon, c'est des bons hangars de stockage de maïs. On en parle tout le temps. Le dimensionnement et la construction devraient tenir compte d'un certain nombre de choses. Mais bon, quand on fait du maïs, c'est toujours bien de les stocker dans des cribs. Voilà, mais bon, merci. C'est toujours mieux de les stocker dans les cribs. Surtout si on veut conserver pour en faire soit l'élevage ou toute autre chose. Donc, quand vous regardez l'exploitation de maïs, ici, par exemple, on n'est plus en route. Mais les feuilles sont toujours jaunes et tout ça. Donc, je crois que l'exploitation n'étant pas uniforme, il faut chercher à envisager une certaine fertilisation. Donc, j'ai fait une vidéo où je proposais un scénario de fertilisation de la culture de maïs pour que désormais on puisse produire du bon maïs. Donc ça c'est les variétés de légumes locales. Ce qu'on développe dans plusieurs zones. Donc normalement on devrait avoir des tiges de maïs pareilles. Quoique c'est en contre-campagne, donc du coup la production ne peut pas être forcément bonne. Oui. Donc la réalité c'est qu'il faut s'habituer à avoir une exploitation de maïs qui tend à être ça. Et puis bon, là c'est les légumes. Je rappelle que de l'autre côté c'est le puits. Un puits, je dirais, aménagé. Même si le niveau d'aménagement n'est pas bon, mais c'est déjà un puits aménagé. La profondeur d'eau n'étant pas bonne, cette eau ne peut pas suffire pour faire de grandes choses dans l'exploitation. L'eau qui est dans le puits là, ça atteint 2 mètres. J'ai regardé et puis... On a plongé 9 bûches. 9 bûches. Oui. Ça fait 4 mètres 5. 4 mètres 5. Oui. Et quand tu regardes actuellement, l'eau, c'est comme s'il n'y a qu'une bûche qui est visible. Oui, oui. Non, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine quantité d'eau, mais qui reste insuffisant pour un site pareil. Bon, arrivons un peu jusqu'au fond là. Bon. Donc comme je disais, ça c'est des légumes. Peut-être on est presque à la fin. Bon, on a déjà assez récolté normalement. Donc à partir d'ici, le maïs semble un peu intéressant. Bon, est-ce que c'est fertilisé ici? On a rien mis. On a rien mis. D'accord, donc ici on a la petite parcelle de tomates. Ah, donc ici c'est l'expérimentation. D'accord, allons plutôt en bas. Donc, en précisant qu'on est dans la région du centre, cela dit, on peut produire des tomates sans prendre aucun risque de se tromper. Ah, je crois que ça va, je n'ai pas trop. Comme serait le problème d'eau, comme tu m'expliquais, que... Si c'est en saison de pluie, il n'y aura pas de problème. Oui. Mais en saison sèche, il va falloir un problème, il va falloir l'eau.
D'accord. Tu vois, Bon, ça pourrit. On a cueilli ça, mais ça c'est ce qui est resté qui n'était pas bon. Qui n'était pas bon. On a mis ça comme ça pour expérimenter. Parce qu'on compte travailler ça en deuxième saison là en quantité. oui. On a expérimenté comme ça. Surtout que la seconde campagne, elle est un peu facile puisque ça vient en saison sèche. Le haricot se sèche directement au champ, on peut récolter directement. Oui, bon, cette campagne, il faut avoir des hangars de stockage. C'est à 1 mois et demi? Oui. 1 mois et demi déjà, oui. Donc le haricot, bon, ça peut faire 2 mois et demi, on est dans la récolte. Puisqu'on est face à un climat un peu chaud. Le cours d'eau qui a tari, c'est en bas alors. Mais tel que je vois, on pouvait encore faire des petites récoltes. On est en train de récolter, non? Oui. On n'a pas fini. Oui. On n'a pas fini. Mais ça, il y avait la faune. Bien sûr. Oui. Donc, Ça, c'était pour le tutorage. oui, non, c'est pour. Comme on a constaté que l'haricot c'était le gars qui grimpe là. On a mis ça pour. D'accord. Oui. Ça dit que ce n'était pas pour le tutorage. Est-ce que la tomate grimpe en fait? Oui. Non, c'est pour le haricot, non? Oui, ça c'est pour le haricot. Mais, oui. Mais aussi, aujourd'hui les gens font le tutorage de la tomate. Oui, pour les attacher, pour que ça monte. Bref, on va voir ça en profondeur. Le piment commence à partir d'ici. Tu vois? Le piment commence à C'est le brique? apparemment c'est mélangé. C'est mélangé. Oui. Oui. Sinon, ça a quand même un peu porté. Ah, peut-être. Mais je vois aussi des avortés. Ça aurait aussi beaucoup avorté. Oui, c'est même, j'ai même beaucoup de. Oui, donc là, on a une source d'eau qui permet d'irriguer le champ en saison sèche. C'est comme une digue de rétention. Là, on a le trop-plein. Bon, le trop-plein, c'est là où quand l'eau se remplit, ça va tout seul. On peut bien apprendre à faire la pisciculture ici. Sauf que c'est une source d'eau assez variable, ça peut varier. Si on est en grande pluie, ça peut monter jusqu'à surnager. Et peut-être les poissons et autres, s'il n'y a pas un système de conservation, peuvent disparaître, peuvent partir. Donc, en même temps, ici c'est la parcelle de piment rouge et un peu de piment jaune, mais c'est essentiellement du piment rouge. Donc, en réalité, c'est pas des hybrides, sinon c'est mélangé. Donc, ça produit très bien, tel que le promoteur dit, il n'a pas fertilisé, mais ça peut faire plus. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Ça peut faire plus parce que une plante pareille a manqué le bon décollage. Si on avait bien décollé avec lui, il pouvait bien s'en sortir, pas de problème. Voilà, donc pareil, la récolte doit être imminente. Si on ne récolte pas maintenant, la pourriture peut commencer. Bon, quand il dit que c'est le mélange, ça c'est une maladie. Ça aussi, c'est le flétrissement permanent. Bon, qui ne dépend pas forcément du suivi, mais qui dépend surtout de la semence. Donc en réalité, tout pouvait porter pareil. Sauf que bon, comme on est dans une zone où on n'a pas de fiente, mettre les engrais c'est pas évident. On est à un circuit de culture naturelle ou encore biologique. Néanmoins, les recommandations qu'on pourrait faire, c'est d'apprendre à le faire. Si on sait fertiliser ici, puisque même là en haut, quand tu vois les tomates, tu sens que ça peut porter plus. Si il y a de l'eau, s'il y a de la fertilisation, tout va marcher effectivement. Donc ici, on va essayer de faire une certaine analyse pour avoir certains paramètres. Si les appareils fonctionnent bien, ça nous aidera à comprendre le sol. Bon, ça c'est l'eau que j'ai. Nous aidera à comprendre le sol.
Voilà. Donc, on va essayer de relever quelques paramètres. Sachant qu'on est au bas fond, plus haut, on pourrait faire le même scénario. Question d'avoir une bonne idée du site, en gros. Voilà. Donc là, c'est le pH mètre. Pour avoir le pH. En même temps, ça joue le rôle du gomètre. Et l'ensoleillomètre, donc ça mesure également le taux d'ensoleillement. Ça nous donne pas mal de paramètres. Ça va se stabiliser à un certain moment. Et on aura des données. Bon, comme on le dit souvent, tester NPK. Donc le P qu'on voit là, c'est le phosphore. On dit l'engrais NPK. Donc le N qu'on voit là, c'est l'azote. Le N qu'on voit, c'est l'azote. Et ce cas-ci, c'est le potassium. Ok. Donc, le pH a légèrement varié et retourné à 7. C'est-à-dire qu'on est dans un sol plus ou moins neutre. Pourtant, le pH idéal devrait être 6,8, 7. Donc, il faut davantage voir la variation. Donc, c'est bloqué à 6,5. Il faut faire voir. On parle du pH. C'est bloqué à 6,5. Ici, on a 0. Ça, c'est le cas. Non, 26. Le taux de potassium, ça fait 26. Ici, ce P, le phosphore, 10. Ça fait 10. 8 pour l'azote. Donc c'est ça habituellement qu'on dit le NPK. Donc au-delà de ça, cet outil peut nous donner la température. Ça peut nous donner la température. Donc le pH est resté à 6,5 comme ça se voit. L'ensoleillement c'est positif. Je crois que ça c'est 93% de rétention d'eau. 93% en rétention d'eau. Le pH est resté donc. L'ensoleillement est positif. Très positif même. La température c'est 28. Bon, on va refaire le même scénario en profondeur. Parce que là, on est en surface. C'est tous ces éléments qui permettent de proposer une ligne de fertilisation. Bon, en général, quand on dit profondeur, à 40 centimes, c'est déjà OK. Donc, on ne saurait faire un plan de fertilisation sans connaître le sol. Du moins, par expérience, on peut aller à tâtons. On dit, d'habitude, on fait comme ça, d'habitude, on fait comme ça, et ça marche. On n'a pas de problème à ça.
Ok. On va refaire le même scénario. J'essaye de suivre pour éviter que la surface soit, que l'analyse soit influencée. Ouais, la terre de surface influence, c'est ce que je veux dire. Mais en général, dans les régions du centre, sud-est, on n'a pas une grande variation. La différence est liée à la capacité d'échange cationique qui est en général faible. Bon, on peut finir avec ces éléments avant d'avancer. Bien. On a toujours 8 pour l'azote. L'azote c'est 8. Pour vérifier. 8. On a 10 pour le phosphore. P c'est 10. On a 0 ici. Je vais vérifier. On a K. 0. Ça dit que pas de preuve.